Vendu comme un film pas comme les autres, ce slogan ne nous a jamais menti. Arrivant comme une sorte d'ovni, un film fait par Michael Jackson, avec Michael Jackson, pour le public de Michael Jackson. Mais vous allez voir que le projet initial avait à la base une toute autre ambition. Aujourd'hui, nous allons parler du film Moonwalker. Moonwalker. Dans cette vidéo, nous retracerons le parcours du combattant qu'a été la construction du film, en étudiant les différentes étapes pour enfin voir de quelle manière celui-ci a été accueilli à l'époque. Mais pour commencer, remettons un peu de contexte. Si Michael Jackson a conquis les années 82 et 83 avec son film Thriller, l'année suivante va marquer bien sûr par la tournée du Victory Tour. Mais en 1984, le public va être également marqué par une sortie cinéma du rival direct de Michael Jackson avec le film Purple Rain de Prince. Film mettant en scène son grand rival dans une fresque musicale absolument incroyable et remarquée par le métier, qui va d'ailleurs récompenser le chanteur avec un Oscar pour la meilleure bande-son. Mais de son côté, Michael Jackson, qui avait des rêves de cinéma, comprend que lui aussi ne peut se permettre de laisser son rival lui passer devant. Et doit également pouvoir proposer son propre film. Un premier projet, Captain EO, lui tombe alors sous la main, lui faisant frôler le 7e art. Listen, the command considers us a bunch of losers. But we're gonna do it right this time because we're the best. Vidéo sur le sujet dispo ici. C'est alors que la réalisation du métrage qui doit succéder à Thriller l'oblige à revoir un peu à la baisse ses ambitions. Revenons un petit peu en 1985, lorsque le 7e art va nous offrir une petite révolution du genre. Le premier film d'une trilogie culte, j'ai nommé Retour vers le futur. C'est en juillet de la même année que Michael Jackson découvre le film. Il est tout de suite fasciné par l'histoire, mais surtout par un des éléments centraux du film. La voiture du film, la DeLorean, qui va être un point culminant et va inspirer Michael pour sa prochaine œuvre. Et de la même manière que pour construire Thriller, il avait fait appel au réalisateur du Loup-garou de Londres, film qui avait inspiré son film, il décide de prendre contact avec Kevin Pike, le directeur des effets spéciaux de la société de George Lucas ILM, qui a travaillé sur Retour vers le futur. Il lui explique alors qu'il voudrait l'embaucher pour travailler sur son prochain métrage, Michael Jackson ayant en tête d'intégrer une séquence où il pourrait se transformer en voiture. Donc à ce moment-là, pas de scénario, pas de contexte, et pas de chanson, mais juste l'idée folle d'une séquence. Et autant vous dire que pour justifier scénaristiquement que Michael Jackson se transforme en voiture, il fallait avoir une histoire assez bien rodée. Kevin Pike ne se sent d'ailleurs pas forcément à la hauteur pour contribuer aux exigences de Michael Jackson et décide de l'orienter vers un autre réalisateur, Colin Shiver. Colin Shiver, reconnu pour son travail sur les effets spéciaux du film Superman, sorti en 1978, qui avait été plébiscité à l'époque pour sa prouesse d'avoir réussi à faire voler un homme à l'écran. De son côté, Michael Jackson oriente rapidement ses idées pour être le court-métrage d'une des chansons qu'il est en train de construire pour son prochain album, Smooth Criminal. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Smooth Criminal, qui est en total complément avec la vidéo que vous regardez aujourd'hui. Il faut comprendre que initialement, les premières volontés de Michael Jackson étaient de se servir de Smooth Criminal et de son court-métrage pour lancer la promo de l'album Bad. Et bien évidemment, si l'album Bad devait faire mieux que l'album de Thriller et atteindre les 100 millions d'exemplaires vendus, il projetait la même ambition pour son prochain métrage qui devait faire mieux que son film Thriller. Il avait en tête un court-métrage d'à peu près 20 minutes devant être à la hauteur de ce qu'il avait laissé dans l'esprit du public. Il décide donc cette fois-ci de financer directement le projet sans passer par la case recherche de financeurs, voulant s'alléger des différentes contraintes qu'il avait pu rencontrer avec Thriller. Ainsi, cela lui permettait de ne s'imposer ni de contraintes budgétaires, ni de contraintes de temps. Enfin, contrainte de temps, pas exactement, parce que finalement, la liberté que Michael Jackson va s'octroyer va avoir un impact direct sur les équipes qui vont travailler sur le métrage, devenant d'ailleurs un véritable sacerdoce pour tous les gens qui travaillaient sur le film. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. Si l'on n'en sait plus sur la partie musicale de la vidéo, la construction des séquences scénarisées vont s'inspirer directement du film Le Troisième Homme, que Colin Shiver va visionner avec Michael Jackson pour lui montrer un petit peu l'orientation de son histoire, la façon de filmer les plans et ainsi construire l'intrigue du métrage. Sauf qu'il ne faut pas oublier un des premiers éléments de toute cette base de travail,
la volonté de Michael Jackson à se transformer en voiture dans son film. C'est ainsi qu'un premier script est livré avec un storyboard ayant pour titre Chicago Night. Édité sous la société de production Smooth Pictures, créée par Michael Jackson ayant pour but de garder ce projet Chicago Night top secret. Puis c'est la société Linwood June qui va être embauchée pour se charger des effets spéciaux. Michael va également contacter Rick Baker qui s'était occupé du maquillage de Thriller, mais celui-ci, pris par d'autres projets, va décliner l'offre à ce moment-là. Et comme je vous le disais plus tôt, la liberté financière et créative de Michael Jackson va avoir son retour de bâton pour les équipes. Dans la mesure où son exigence le pousse bien trop souvent à changer d'avis et imposer de nouvelles idées aux équipes. Obligé alors de mettre à la poubelle ce qui pouvait représenter plusieurs journées de travail. Donc ces exigences vont finalement rallonger les délais, mais en plus vont créer des tensions au sein des équipes du film. Faisant écho à ce qui s'était déjà passé pour le tournage de son premier métrage, The Triumph, qui avait d'ailleurs poussé le directeur artistique à quitter le tournage en 1980. Mais si vous voulez plus de précisions sur The Triumph, la vidéo est dispo ici. Mais un des éléments qui va sans nul doute donner le plus de sueur froide aux équipes, c'est bien sûr le détail à l'origine de tout ce projet. On en revient donc à cette fameuse voiture. Car Michael Jackson sait exactement la voiture qu'il veut pour son métrage, et croyez bien que c'est loin d'être la plus simple à obtenir. Il avait flashé sur un concept car présenté à Turin en 1970, la Lancia Strato Zero Concept. Le problème c'est que cette voiture étant un concept car, il en existe qu'une seule. Kevin Pike, qui va tout de même travailler sur le concept de la voiture, emmène son équipe de la société Filmtrix pour voir la voiture et pouvoir prendre toutes les cotes et réaliser 3 répliques. Vous savez, Steven Spielberg disait qu'au cinéma, ce qu'il y avait de plus galvanisant, c'était finalement le manque de moyens. Tout simplement parce que cela permet de pousser à son paroxysme la créativité, étant un levier pour trouver de nouvelles techniques, de nouvelles idées et donc d'éventuelles possibilités de livrer les œuvres à temps. Donc on voit bien là que la liberté financière de Michael Jackson est en réalité un véritable frein pour ce projet. Et en plus des exigences de Michael Jackson, les équipes sont aussi coincées par un élément de taille, son absence, étant pris de son côté par d'autres projets comme le tournage du court-métrage de Bad réalisé par Martin Scorsese. Donc trop de projets entamés alors que Michael Jackson n'a même pas terminé d'enregistrer l'album Bad. Chicago Night n'arrive pas à avancer, presque mis à l'arrêt dû au souci d'emploi du temps. Cependant, le casting va tout de même avancer de son côté. Joe Pesci est casté pour interpréter l'antagoniste du film Frank Lideo, anagramme du manager de Michael Frank DiLeo. Choix de nom presque annonciateur, mais on va en parler un peu plus tard. Joe Pesci est principalement connu pour avoir joué avec Martin Scorsese dans Les Affranchis, puis pour être un des casseurs-flotteurs de Maman j'ai raté l'avion. Et pour les protagonistes du film, Sean Lennon, le fils de John Lennon et Yoko Ono, est recruté, étant déjà de base un grand ami de Michael Jackson. Brandon Adams sera Zeke, présenté comme l'enfant successeur de Michael Jackson. Et la jeune Katy va être interprétée par Kelly Parker, qui avait déjà été castée depuis plusieurs mois. Le tournage commence à se planifier tout de même, mais c'en est trop pour la société Film Effect qui décide de se désolidariser du projet 3 semaines avant le début de tournage. C'est au pied levé que la société Dream est sollicitée pour reprendre le travail là où il a été laissé. Le temps file et la sortie de l'album approche, mais à date, Chicago Night ne sera jamais prêt à temps pour lancer la promo de l'album. Sachant que le tournage du film avait déjà commencé en février 87, mais que les séquences ne cessaient de s'allonger, étant systématiquement modifiées. Le tournage qui ne devait durer qu'un mois continue à s'allonger et on est déjà à plus de 8 mois de tournage et de production. C'est donc décidé, Chicago Night sera mis de côté et c'est le clip de Bad qui lancera la promo de l'album. Sachant que le film est tourné, monté et qu'en plus de ça, l'iconographie de l'album est directement inspirée du film de Scorsese. Donc bien que le choix semble moins audacieux, il a le mérite d'offrir une homogénéité dans la communication et le marketing autour de l'album. Mais revenons un petit peu sur le tournage de Chicago Night. Des figurants s'ajoutent aux séquences, cumulant près de 46 danseurs qui devaient écrire eux-mêmes une biographie fictive à leurs personnages pour plus d'immersion. Et pour rester dans les traditions de ce que nous avait offert le clip de Thriller, les témoins de Jéhovah vont une fois de plus mettre leur veto. Oui, parce que les témoins de Jéhovah s'étaient déjà opposés à la sortie du clip de Thriller, mais pour plus de précision, la vidéo est ici. Cette fois-ci, ils révoquent l'idée de voir Michael Jackson se mettre en scène avec une arme à la main. Michael Jackson est une fois de plus perdu. Il demande conseil à sa mère, mais cette fois-ci, le chanteur ne cède pas et décide de conserver les armes dans le film. Une décision qui va malheureusement lui coûter sa place au sein de la communauté. Mais qu'importe, cette fois-ci, Michael Jackson garde sa ligne éditoriale de liberté pour son œuvre. Étant un artiste plus accompli et bien plus mature qu'au moment de Thriller, Michael Jackson ne déroge pas sur l'idée qu'il a envie de mettre dans ses films.
Le tournage avance, mais une autre séquence va aussi poser question sur son exécution. Nous avons déjà parlé de la transformation de Michael Jackson en voiture, sauf que la séquence n'est pas exactement tournée dans la mesure où cette transformation se fait hors champ. La transformation se faisant en animé, apercevant seulement l'ombre mutée. Mais tel un Megazord dans Power Rangers, Michael Jackson propose également une transformation à l'écran qui cette fois-ci ne se fera pas hors champ. Sachant qu'à ce moment-là, nous ne sommes même pas à l'aube de la technologie du morphing qui a été utilisée pour le clip de Black or White. Mais voilà ce qui a été proposé pour la séquence où Michael Jackson allait se transformer en robot. L'idée initiale était de faire couler du mercure sur le visage de Michael, faisant fondre sa peau pour révéler sa biomécanique. Mais à l'écran, le résultat n'était pas spécialement à la hauteur des attentes. Rick Baker va une fois de plus être appelé pour pouvoir travailler sur la séquence. Cependant, des tensions avec Shiver vont compliquer les choses, poussant le réalisateur à claquer la porte. Il est décidé alors de faire appel au spécialiste des robots au cinéma, Monsieur Eric Allard, pour travailler sur la séquence. La scène est retournée pour donner celle que vous connaissez, avec maquillage et buste synthétique. Un robot est donc construit et piloté par 3 ordinateurs avec une caméra ayant elle-même son propre ordinateur pour pouvoir tourner la séquence de transformation en plan séquence. Et on arrive à la fin du tournage et à la fin du montage et ça y est, le film est enfin prêt. Enfin presque, car de nouvelles idées émergent dans la tête de Michael Jackson. Celui-ci s'interrogeant sur une idée un peu osée, pourquoi ne pas faire de son métrage une vraie sortie cinéma et aller répondre à ses conquêtes du 7e art? Il tenait peut-être là le film qui allait enfin pouvoir rivaliser avec Purple Rain. Seulement le film doit faire face à un problème de taille pour convaincre d'en faire une exploitation cinéma. C'est bien évidemment la durée du film. Dans la mesure où celui-ci ne dépassant pas les 30 minutes, il est compliqué de pouvoir convaincre un distributeur. Et même pour la télévision, comme pour Thriller ou Bad, le film est trop long pour avoir une diffusion exploitable. Mais Michael Jackson est assez sûr de lui et veut pouvoir sortir sa vision au cinéma. L'idée émerge d'ajouter au film d'autres séquences pour avoir un métrage d'à peu près 1h20 à proposer. Ainsi vont être ajoutés plusieurs plans du Bad Tour sur la chanson Man in the Mirror pour l'introduction du film, un montage que l'on doit à Patrick Kelly, celui qui avait également monté le clip de Another Part of Me, et il serait ensuite proposé une rétrospective de la carrière de Michael Jackson, surfant sur sa discographie et ses clips les plus marquants. Cette partie révélant d'ailleurs une idée de ce qu'aurait pu être un clip pour Human Nature. La rétrospective se clôture par l'introduction du clip de Bad, sauf que coup de théâtre, des enfants ont pris la place des danseurs et le jeune Brandon Adams enfile le costume de Bad de Michael pour y refaire l'intégralité de la chorégraphie. D'ailleurs, pour la petite histoire, les décors qui ont été faits pour retrouver l'ambiance de Bad vont être conservés pour que Weird Al Yankovic puisse tourner sa propre parodie de Michael Jackson. Parodie que nous avons déjà évoquée dans la vidéo sur Bad. Enfin, le clip se clôture, Michael retrouve son apparence et on enchaîne avec du contenu additionnel proposant un petit métrage sur Michael et la manière dont il doit gérer ses fans. Cette partie du film est réalisée cette fois-ci par Jerry Kramer, Colin Shiver ayant quitté le film. Mais ça, encore une fois, on en parle déjà dans la vidéo dédiée à Speed Demon, dispo juste ici, qui complète parfaitement cette vidéo. Enfin, le clip de Leave Me Alone, chanson inédite à l'époque, dispo uniquement sur les supports CD, vient faire la séparation entre les deux parties avant que le métrage Chicago Night ne se lance. Et enfin, une dernière séquence vient s'ajouter au film Chicago Night pour offrir une clôture mémorable. On le voit réapparaître dans le quartier de Chicago, amenant les enfants dans une sorte de concert privé où il va interpréter une reprise des Beatles, Come Together. Qui n'avait pas encore été édité au moment de la sortie du film. Jerry Kramer va expliquer que le choix de cette chanson était une sorte d'hommage aux Beatles, sachant que Michael Jackson ayant acquis les droits des chansons en 1985, il pouvait faire toutes les interprétations qu'il voulait de leur titre. Elle est le témoignage du message d'unité que les Beatles ont diffusé tout au long de leur carrière. Kramer organise dans un studio une reproduction d'une scène de concert en convoquant plusieurs figurants pour jouer le public. Kelly Parker, Sean Lennon et Brandon Adams font également leur apparition pour bien mettre en exerce la transition du film avec Chicago Night. Donc normalement, les comptes sont bons et le film est suffisamment long pour avoir une sortie cinéma. Sauf que ça ne va pas être aussi simple que ça. Si le film réussit à convaincre le distributeur Lorimar pour une diffusion cinéma en Europe et en Asie,
dont la bande-annonce va d'ailleurs être diffusée au Festival de Cannes de 1988, les États-Unis sont beaucoup plus frileux. Et les négociations avec Frank DiLeo n'aboutissent pas à une réponse satisfaisante, réclamant alors beaucoup trop d'argent. DiLeo conseille alors de faire comme pour le film de Thriller et de vendre Moonwalker en direct ou VHS sur le sol américain. Mais malheureusement, cette décision va énormément fragiliser les relations entre Michael Jackson et Frank DiLeo, son manager historique. À tel point que celui-ci décide de remercier Frank DiLeo en lui envoyant un simple fax. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Mais malgré tout, DiLeo n'avait pas forcément pris une mauvaise décision, dans la mesure où la VHS va rapporter près de 67 millions de dollars de recettes, permettant à Michael Jackson de battre son propre record. Moonwalker devenant la VHS musicale la plus vendue de l'histoire, passant devant Thriller. Mais malgré ces bons résultats, l'accueil du film reste tout de même mitigé. Ce découpage en plusieurs parties offre un résultat trop hétéroclite, les spectateurs reprochant au film de ne pas avoir suffisamment de séquences qui s'emboîtent les unes envers les autres. Et je vous cache pas que je peux totalement comprendre ce point de vue, d'ailleurs faut que je vous raconte une anecdote sur la manière dont moi j'ai découvert le film pour la première fois en 2004. Le film à ce moment-là étant introuvable en France, d'autant que les VHS ne se vendaient plus du tout en magasin, j'ai dû attendre 3 ans, profitant d'un voyage à Londres, pour me procurer une réédition faite au Royaume-Uni pour la première fois en DVD. Je me souviens que j'avais ramené de ce voyage l'album Triumph des Jackson et le DVD de Moonwalker. De retour chez moi, je visionne le film et j'ai également ressenti ce côté trop ciselé. Je vais vous dire, le film était tellement ciselé que j'ai même pensé à un moment que je m'étais trompé de DVD et que j'avais acheté une sorte de documentaire rétrospective. Jusqu'à ce que le vrai film Chicago Night démarre. Il faut comprendre une chose, c'est que Moonwalker n'est pas le film que l'on conseillerait aux cinéphiles les plus aguerris. C'est pas non plus le film qu'on propose à ses potes en fin de soirée. Il est aujourd'hui le kiff de voir Michael Jackson dans un univers unique qui lui est propre avec une proposition musicale incroyable. Une manière de pouvoir profiter en tant que fan du seul et unique long métrage de Michael Jackson. Moonwalker est finalement le marquage temporel d'une époque. Une sorte de version longue de ce qui est souvent considéré comme le meilleur clip de Michael Jackson. J'ai nommé Smooth Criminal. Il est d'ailleurs intéressant, au-delà du titre Moonwalker, de voir le film se clôturer par une chanson intitulée Moon is Walking. My brother, come and see. Come along, my sister, come and see. Moonwalker a permis de montrer que l'ambition de Michael Jackson n'avait pas de limite. Et donc finalement, c'est peut-être pas plus mal que le temps pris pour le construire n'ait pas permis de le lancer pour la promo de Bad. Auquel cas, nous n'aurions jamais eu de court-métrage pour Speed Demon ou Leave Me Alone. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.